Bonsoir. Voici donc le troisième volet du dessous des cartes consacré à l'Algérie. Le premier a évoqué les grandes étapes de l'histoire de ce pays. Le deuxième volet, ses relations avec la France. Et aujourd'hui, je voudrais rappeler quelques données fondamentales qu'on n'a peut-être pas suffisamment à l'esprit, alors qu'elles peuvent aider à repérer certaines causes de la guerre civile actuelle. Par sa superficie, l'Algérie est le second pays d'Afrique, 2 325 000 km². Donc c'est un grand pays que la nature semble avoir divisé en trois bandes parallèles. Au nord, on a une côte qui est assez étroite, qui est bien arrosée par les pluies. On a donc des sols fertiles avec de riches zones de culture d'agrumes, par exemple dans la Mitidja. Puis viennent les montagnes de l'Atlas du Tel, qui descendent presque jusqu'à la Méditerranée et donc laissent peu de place à la côte. Là, on est dans la zone de l'olivier, des céréales, de l'élevage du mouton. Et puis l'Atlas saharien et le désert du Sahara, qui est en fait assez proche de la côte. Ça fait à peu près 250 km à vol d'oiseau. Je vous rappelle que le Sahara, à lui seul, couvre 80% du territoire algérien. La population algérienne, elle est à la fois arabe et berbère. Elle était de 23 millions d'habitants en 1987. Elle est de 28 millions en 1995. On a donc une progression très rapide, même s'il y a actuellement stabilisation de la courbe démographique. Or, ce qui est frappant, c'est que 90% de cette population de l'Algérie est regroupée sur cette côte. Alors, je crois qu'il faut s'arrêter un moment sur ce phénomène de concentration. La semaine dernière, je vous ai raconté que les populations, les colons, tout comme les Algériens, s'étaient peu à peu regroupés pour travailler dans la zone côtière, parce que la France coloniale, disons entre 1850 et 1950, avait cherché à mettre en valeur ces terres agricoles parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles sont bien arrosées et parce qu'elles sont proches de la métropole. Ce qui en fait avait peu à peu substitué à l'agriculture vivrière produite par les Arabes une agriculture pour l'exportation produite par les colons. Conséquence, tout l'espace algérien au fil des décennies a peu à peu glissé vers le nord, et ce aux dépens de relations avec le monde rural, le monde caravanier, le monde africain. Or, au moment de l'indépendance, en 1962, le nouvel État va reprendre et prolonger le schéma de développement du colonisateur. C'est-à-dire qu'il opte pour un territoire urbanisé au nord, centralisé dans la décision, et le phénomène de glissement vers le nord et vers la ville est en plus renforcé par ceci. L'Algérie, on l'oublie trop souvent, est un pays riche. Il est très bien doté dans son sous-sol, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la France a eu tellement de difficultés à lui donner l'indépendance. Alors la carte ici nous permet de voir les divers bassins d'hydrocarbures dont, notez-le, les réseaux convergent tous vers le nord, c'est-à-dire vers l'exportation. On voit le bassin de Edgeler qui est riche en gaz et en pétrole. Plus au nord, on voit le grand bassin de Hassim et Saoud. Plus au centre, le bassin de gaz naturel de Hassi R'Mel. Dans le Hogar, des mines d'or, de diamants, d'uranium, de tungstène. Près de Tindouf, du minerai de fer, du phosphate près de la frontière tunisienne. L'ensemble de cette production est en majorité destinée à l'exportation, car l'essentiel de la demande est au nord. Les réseaux convergent vers les côtes, où se font tout le traitement et le raffinage. Et ce phénomène de concentration se renforce avec l'infrastructure industrielle. Vous voyez là sur la carte les pôles sidérurgiques, les raffineries à Skida, à Oran-Arzou, le grand foyer industriel algérois, on voit Alger, la capitale. Donc les emplois sont là aussi regroupés sur la seule frange côtière. Le socialisme algérien voulait une industrie industrialisante, c'est-à-dire une industrie lourde, qui générerait par sous-traitance de l'industrie légère. Il a réussi la première, aidé en cela par l'augmentation considérable des prix du pétrole à partir de 1973, mais la seconde n'a pas suivi. Et puis de la même façon, la chute des cours du pétrole en 1986, qui a été mal anticipée, a appauvri l'Algérie, c'est-à-dire créé un déficit gigantesque des finances publiques. Alors sur des temps qui en fait ne furent pas si longs, beaucoup d'Algériens ont connu et connaissent une triple déculturation que les cartes nous aident à fixer. Les déplacements des populations et des emplois dans le territoire, donc du sud vers la côte, c'est la première déculturation. L'évolution du type d'économie, on a délaissé la vie rurale au profit de l'industrie,
L'agriculture est délaissée à un point tel que le pays se retrouve en état de dépendance alimentaire. C'est la deuxième déculturation. La troisième ne se constate pas sur les cartes car elle concerne les mentalités, les croyances, la culture de chacun. Alors quelques points de repère, bien sûr trop généralisateurs. Pendant plus de 100 ans, disons 1850-1950, cohabitent mal et peu une France colonisatrice chrétienne et une Algérie musulmane. L'une est dominante, l'autre est dominée. Et à partir de l'indépendance en 1962, les élites algériennes, qui d'ailleurs avaient été formées en France, vont fonder une nation sur la légitimité de leur combat, le succès militaire contre la puissance coloniale. Sauf qu'ils délaissent deux données de base de la culture des Algériens. La religion musulmane, sunnite, et la paysannerie. C'est un déni de culture, mais à l'époque, ça ne se voit pas, parce qu'il faut bien se souvenir du contexte. À l'indépendance, le tiers-mondisme et le modèle marxisme de développement sont en vogue. La nation est plus importante que la religion. Le nouvel État prône ce qu'on a appelé la laïcité islamique et encadre le Conseil supérieur de l'islam. Seul le FLN choisit les représentants de l'islam sunnite. Alors les ruptures que l'on connaît se situent à peu près dans les années 80 et elles ont plusieurs causes. À l'intérieur, on a le blocage du système de parti unique, on a l'usure du pouvoir et du modèle de développement, et tout cela est souligné et aggravé à partir de 1986 par la chute des prix du pétrole. Le pays s'endette et les Algériens s'appauvrissent. À l'extérieur, on constate l'échec du panarabisme, alors que pourtant la cause de l'islam combattant avance. On a la révolution à Téhéran, qui se débarrasse des Américains, et les Moudjahidines d'Afghanistan, qui eux se débarrassent de l'autre grande puissance, l'URSS. Ce sont là des facteurs de prosélytisme. À cela, enfin, va s'ajouter l'événement majeur qu'est la guerre du Golfe en 1990, dans laquelle la France est désormais rangée comme anti-arabe. La réponse à tous ces éléments ainsi résumés a pris la forme que l'on connaît, car l'islam sunnite reste tout de même le fond culturel du peuple algérien, et avec la loi sur le multipartisme en Algérie en 1990, le Front islamique du salut, le FIS, apparaît au grand jour en 1992. Or, il semble qu'à l'époque, il représente une sorte d'alternative idéologique. Ni marxiste, ni FLN, ni corrompu, ni mêlé de près ou de loin à la France, de culture musulmane, de culture arabe, et aussi très présent socialement sur le terrain. La suite, vous la connaissez, mais je crois qu'il faut cesser de faire des amalgames. Pour l'Algérie, l'islam a au moins trois formes. Une forme religieuse, une forme politique et une forme armée. Or, ces groupes armés que nous connaissons ne sont pas des religieux en manque d'action, mais des milices en quête de référence. Et le Coran n'est pas du tout la seule source d'inspiration pour eux. Alors peut-on prévoir la suite? Bien sûr que non. Les transformations historiques sont longues et tortueuses, et les dirigeants politiques savent bien peu où ils vont. Jusqu'à présent, la France, dans cette affaire, n'est pas tombée dans le piège du conflit entre chrétiens et musulmans. Elle a certes une histoire qu'elle ne peut renier, mais elle n'a pas de responsabilité directe dans ces événements. Simplement, il convient maintenant d'accepter l'idée que le personnel politique du FLN a fait son temps. Le problème, c'est que, pour paraphraser Bismarck à propos de la Prusse, l'Algérie ne possède pas d'armée, mais une armée possède l'Algérie. Alors l'anticorps à cette dérive de l'armée algérienne, c'est l'état de droit. Et puis il faut que l'islam modéré prenne plus de place, car l'anticorps aux islamistes, c'est justement l'islam lui-même.